Bonjour à tous, il me fait plaisir de vous présenter notre premier webinaire qui porte sur la sécurité informatique au sein des PME. Après avoir côtoyé plusieurs propriétaires et gestionnaires de PME comme vous au courant des dernières années, j'ai réalisé que vous êtes très nombreux à ne pas être conscients des nombreux risques auxquels vous et vos entreprises faites face quotidiennement. C'est la raison pour laquelle je me suis dit dernièrement que ce serait une bonne chose de tenter de démystifier une partie des risques auxquels les PME comme la vôtre font face de nos jours et par le fait même vous sensibiliser à l'importance capitale de mettre en place une saine gestion de votre parc informatique. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Steve Dion, je suis le président fondateur de Webtech Gestion TI. Nous sommes une firme de consultants et d'infogérance au service des PME depuis 2005. On forme une équipe expérimentée avec plus de 30 ans d'expérience combinée et on peut compter sur plusieurs fournisseurs majeurs dans l'industrie des technologies de l'information. Notre mission, c'est d'aider les dirigeants des PME à atteindre leur objectif d'affaires en misant sur l'optimisation des technologies de l'information qui sont utilisées dans leur entreprise tout en offrant un maximum de sécurité. En premier lieu, j'aimerais simplement préciser qu'on ne prétend pas être des spécialistes en sécurité, mais compte tenu de nos nombreuses années d'expérience, on est en mesure de connaître quand même assez bien les risques et de bien conseiller nos clients pour atteindre un niveau de sécurité respectable basé sur les réalités financières des petites et moyennes entreprises. Donc, la présentation touche à plusieurs sujets. Certains dont vous êtes probablement déjà au courant, d'autres non. Vous allez vous sentir certainement interpellé par certains sujets plus que d'autres. Comme chaque entreprise est différente, les risques de sécurité varient aussi, tout comme votre niveau de tolérance qui est propre à chacun de vous. Donc, j'espère qu'à la fin, vous en sortirez quand même conscientisé et que si nécessaire, vous pourrez mettre en place des nouvelles mesures pour amener le niveau de sécurité de votre entreprise à un niveau en fait, à un autre niveau. Donc, à la question, est-ce que vous êtes à l'abri? La réponse, c'est certainement non. Toutes les entreprises sont à risque, peu importe la taille, peu importe le type d'entreprise ou le secteur d'activité. Les gens mal intentionnés s'en prennent de plus en plus aux petites PME parce que c'est ceux-là qui sont généralement le moins bien sécurisés. Donc, les criminels s'attaquent aux petites entreprises dans le but de pouvoir cibler des plus grosses. Donc, en passant par des réseaux qui sont pas sécurisés, ils sont capables de pouvoir atteindre leur objectif plus facilement. Donc, vous êtes certainement au fait des grosses multinationales comme Sony, Home Depot, Target, qui ont été la cible au cours des dernières années de piratage quand même assez majeur. Donc, écoute, quand on pense que ces entreprises-là investissent des millions dans la sécurité, puis ils se font eux-mêmes pirater, imaginez comment c'est facile pour les gens de pouvoir attaquer les PME qui prennent pas la peine de se sécuriser comme il faut. Donc, toutes les entreprises sont à risque, comme je disais, peu importe la taille, le type. Donc, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que, en fait, étant donné que la sécurité et la gestion des parcs informatiques est souvent relayée au second rang, c'est ce qui fait que le risque augmente. C'est simple. Donc, il n'y a pas de mesure qui est mise en place. Le temps avance, puis les risques augmentent avec. Donc, c'est quoi ces fameux risques-là auxquels vous faites face et auxquels les PME font face? Il y en a plusieurs. C'est la perte ou le vol de données, la perte de revenus, perte de productivité. Ça, c'est souvent oublié, mais en fait, c'est quand même un risque important. Quand vos employés ne sont pas en mesure de travailler ou qui ne sont pas en mesure de travailler avec des outils convenables, ou travailler à la vitesse qu'ils pourraient travailler, ben en fait ça coûte des sous à l'entreprise, puis souvent c'est des choses qui sont simplement pas prises en considération, alors que c'est quand même vraiment considérable là, ce qui peut en découler en montant d'argent. Donc, perte de réputation, des poursuites légales. Donc, c'est des risques qui, sous différentes formes, font que les PME sont à risque. Donc, d'où proviennent ces risques-là? En fait, de plusieurs sources. Les gens ont tendance souvent à penser virus ou pirates qui vont aller voler des données, mais en fait, c'est loin d'être juste ça. Il y a des logiciels malveillants de toutes sortes, des vulnérabilités techniques, ça c'est des arnaques ou usurpation d'identité, des pannes matérielles,
des erreurs ou des interventions humaines. Les gens ils pensent pas, comme c'est souvent des erreurs des employés qui vont supprimer des données qu'ils n'auraient pas dû ou qui vont cliquer sur des sites qui n'auraient pas dû aller ou qui vont ouvrir des fichiers qu'ils n'auraient pas dû ouvrir. Donc souvent, c'est des interventions humaines qui causent des problèmes. Des logiciels de partage et de synchronisation de données publiques, c'est un autre risque. Donc, les logiciels malveillants, ça consiste en quoi exactement? Écoute, ça se présente sous différentes formes, tout aussi nuisibles les uns que les autres. Là. Donc, il y a les virus standards, il y a des chevals de Troie, des vers, des keyloggers. En fait, c'est ça enregistre les touches que les gens vont taper sur les claviers. Des rootkits, des rançongiciels, plus communément appelés des ransomware en anglais. Ça fait un petit peu plus peur que rançongiciel. En fait, ce que c'est, je fais une petite parenthèse, je vous explique ce que c'est. En fait, quand les gens sont infectés par un rançongiciel, ça peut se transmettre de plein de façons, mais quand les gens sont infectés, en fait, ça rend les données inutilisables. Donc, les données sont encryptées, et que ce soit des fichiers Word, des photos, des fichiers Excel, tous les fichiers qui sont localement sur l'ordinateur, puis aussi quand il y a des lecteurs réseau qui sont connectés sur des serveurs, ces virus-là ou ces logiciels-là vont aussi infecter ce qu'il y a sur le serveur. Donc, c'est vraiment majeur. Là. Puis ce que ça fait, c'est qu'en fait, les gens mal intentionnés vont demander des rançons pour donner une clé afin que les gens puissent réaccéder leurs données et qu'ils puissent les récupérer. Mais souvent, même quand les gens payent, ils sont pas capables de remettre la main sur leurs données puis ils sont pas capables de revoir leurs données. Donc, c'est vraiment important d'avoir une très très bonne solution de sauvegarde en place pour pallier à ça. Donc, parce que peu importe les logiciels, je veux dire, il y a des nouvelles versions qui sortent à tous les jours. Donc, c'est vraiment important d'avoir des bonnes suites de sécurité, mais ça arrive quand même des fois qu'il y a des attaques qui passent quand même. Donc, c'est là que ça prend dans un deuxième niveau une bonne solution de sauvegarde. C'est quoi les objectifs de ces logiciels malveillants-là? C'est subtiliser des données confidentielles ou des mots de passe, c'est de faire de l'argent, c'est de créer des réseaux de robots pour des attaques. Donc les gens qui vont vouloir s'attaquer à des plus grosses cibles vont infecter plusieurs ordinateurs. Il y a des logiciels qui vont être en attente de se faire activer, puis quand les gens veulent faire des attaques, ils activent tous les ordinateurs sur lesquels il y avait eu des infections pour créer des attaques de masse. Donc c'est une des autres raisons pour lesquelles les gens utilisent des logiciels malveillants comme ceux-là. Comment ça se propage, les logiciels malveillants? De plein de façons. Souvent par des attachements par courriel. Exemple, c'est très très commun, c'est des courriels qui vont dire qu'un fournisseur en fait un service de courrier n'a pas été capable de livrer un colis. Donc, les gens reçoivent un courriel, le colis n'a pas pu être livré, cliquez ici sur l'attachement pour avoir les détails. Et c'est souvent ces fichiers-là qui sont infectés par des liens dans des courriels frauduleux. Donc, c'est ce qu'on appelle du phishing, c'est de l'hameçonnage par des sites web infectés. Puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est pas seulement sur des sites qui sont illégales qu'on va aller qu'on risque de se faire infecter. C'est souvent aussi sur des sites qui sont tout à fait légitimes, des sites que vous avez l'habitude de consulter, des sites connus. Donc souvent ces sites-là, en fait, c'est eux qui se font pirater. Il y a des gens qui vont injecter du code malicieux dedans, soit dans les photos, soit dans des liens ou des choses comme ça, où il y a des bannières de publicité dans ces sites-là qui peuvent devenir infectés. Donc, qui peuvent vous infecter. Donc, faut faire très très attention. Des vulnérabilités techniques. C'est quoi les impacts quand on est infecté par ces logiciels malveillants-là? Ben, en fait, il y a perte ou vol de données, perte de productivité, donc potentielle perte de revenus pour vous, perte de réputation, poursuite légale. C'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Il y a aussi d'autres risques, les arnaques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'arnaque du président. Exemple, il y a une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a failli se faire prendre avec cette arnaque-là. Ils s'en sont rendus compte juste à temps, sinon ça aurait pu coûter très cher à l'entreprise.
En fait, c'est quoi l'arnaque du président? C'est les criminels vont cibler une entreprise, ils vont cibler puis ils vont s'y prendre de toutes sortes de façons pour aller chercher de l'information qui va leur être utile, soit par les médias sociaux, soit évidemment en s'introduisant dans les réseaux des entreprises pour aller chercher des informations. Donc eux, quand ils ont rassemblé toute l'information nécessaire, ils vont contacter soit une adjointe administrative ou quelqu'un à la comptabilité. Et puis, ils vont se faire passer pour le président avec une adresse de courriel qui est tout à fait légitime, la bonne adresse, et la même signature que le président va utiliser d'habitude. Donc, eux vont envoyer un courriel à la personne de la comptabilité en lui demandant au nom du président de faire un transfert d'argent pour une transaction ultra confidentielle qui doit être faite pour une acquisition ou pour ou peu importe la raison. Là. Donc, et évidemment, le président, dans son courriel, demande à ce que ce soit fait de façon très, très, très privée et confidentielle, puis que personne ne soit au courant, parce que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de sensible qui doit pas être connu de personne ou du grand public. Et puis, dans le fond, souvent, ce que étant donné que tout est légitime et tout a l'air bien, mais le transfert d'argent va se faire jusqu'à ce que les gens se rendent compte que finalement c'était pas c'était pas vrai. Et puis ça peut coûter cher. Donc c'est une des types d'arnaques pour lesquels il faut faire très attention, puis c'est de plus en plus commun. Les courriels frauduleux et hameçonnage, en fait. Vous avez sûrement déjà reçu des courriels de votre ou de d'autres institutions financières qui vous demandent de cliquer sur des liens pour confirmer vos informations personnelles, pour changer votre mot de passe ou peu importe. Puis les courriels sont tellement bien faits que ça donne l'impression que c'est vraiment l'institution qui a envoyé ce courriel-là. Mais c'est pas le cas. Il faut faire attention parce que les institutions bancaires vous demanderont jamais de changer votre mot de passe ou vous demanderont jamais de confirmer vos informations confidentielles. Donc, il faut faire attention à ça. Vous voyez au bas de l'écran, il y a un lien. Donc, je vous invite à consulter ce lien-là. C'est en anglais, par exemple, mais en fait, c'est un petit quiz qui va vous permettre de tester vos aptitudes, de savoir pour bien détecter des sites qui sont frauduleux. Donc, ça va peut-être prendre 5-6 minutes là, pour passer à travers du quiz. Mais ils vont vous poser la question à savoir, ils vous montrent un site et ils vous demandent est-ce que c'est légitime ou si ça ne l'est pas. Donc, ça vous permet de vous pratiquer. Puis ça vous permet aussi de voir un petit peu certains modèles de sites qui sont frauduleux ou qui sont des arnaques. Donc, prenez en note de ce lien-là. Et puis, je vous conseille fortement d'aller essayer ça. D'autres risques. En fait, les logiciels de partage public de type Google Drive, Dropbox ou encore OneDrive de Microsoft, ça reste toujours un risque pour les PME, ça aussi. Ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs, mais reste que, dépendamment de la version des logiciels qui sont utilisés, il y a des risques de perte ou de vol de données. Donc, c'est très, très important de comprendre que ce n'est pas une solution de sauvegarde, ces produits-là, ces logiciels-là. Dépendamment si vous utilisez des versions gratuites ou payantes, c'est pas tous les produits qui vont garder les anciennes versions de vos fichiers. Il y a certaines versions que oui, mais c'est pas toutes. Donc, il faut faire attention de ce côté-là parce que ces logiciels-là, c'est une copie des fichiers que vous avez localement sur vos postes. Donc, ce que ça fait, c'est que vous travaillez sur des fichiers dans votre Dropbox localement ou dans un autre des produits. Puis ces fichiers-là sont synchronisés automatiquement dans le cloud avec les connecteurs de ces produits-là. Donc, si vos fichiers localement deviennent infectés, ça veut dire que les fichiers sont modifiés. Puis dès que les fichiers sont modifiés, ils sont synchronisés dans le cloud. Donc, si un jour vous devenez infecté par un logiciel de type rançongiciel qui encrypte toutes vos données locales, mais ces données-là, automatiquement, dès qu'ils sont modifiés, sont synchronisés, puis vos données qui sont dans le cloud deviennent inutilisables non plus. Donc, si vous n'avez pas accès aux anciennes versions de vos fichiers, vous pouvez perdre ces fichiers-là. Donc, il ne faut pas considérer ces logiciels-là comme des logiciels de sauvegarde. Très, très important. C'est risqué aussi parce qu'il y a une perte de contrôle vis-à-vis de qui partage quoi avec qui. Donc, si vous avez plusieurs employés qui utilisent Dropbox,
vous ne savez pas nécessairement qui donne accès à qui et puis de quel appareil les fichiers sont accédés. Donc, on perd rapidement le contrôle avec des solutions comme ceux-là. Mais ceci dit, par exemple, il y a des produits qui sont disponibles, qui sont des clouds privés, qui vous permettent d'avoir les mêmes fonctionnalités que ces produits-là. Donc, c'est toujours à regarder, puis c'est toujours du cas par cas selon vos besoins, puis selon votre niveau de tolérance au risque. Là. Donc, c'est à voir quand même. Évidemment, dépendamment des produits, il y a des mesures de sécurité qui sont très de base. Et puis, il y a des risques de violation de conformité. Donc, ce qui voudrait dire peut-être potentiellement des poursuites légales. Quand vous faites affaire avec vos clients ou vos fournisseurs, vous avez un devoir vis-à-vis de ces gens-là de garder les fichiers de façon sécuritaire. Donc, si ces fichiers-là sont mal entreposés, puis que d'autres gens pourraient avoir accès à ces données-là, il faut faire attention parce que vous pourriez être poursuivi par ces gens-là si des fichiers sont rendus publics. Donc, c'est juste, faut toujours le garder en tête. Autre chose, les normes de sécurité PCI. En fait, qu'est-ce que c'est les normes de sécurité PCI? PCI, c'est un organisme qui a été fondé par les plus grands fournisseurs de cartes de crédit. Puis qu'est-ce que c'est? En fait, eux, ils développent, ils gèrent, puis ils font la sensibilisation pour des normes de sécurité sur le traitement des paiements, donc sur les données des clients par carte de crédit. Donc, en quoi ça touche les PME? En fait, c'est que toutes les PME doivent se conformer à ça. Toutes les PME qui acceptent les cartes de crédit, soit avec des terminaux ou des cartes de crédit en ligne, sont tenues d'avoir des réseaux et des outils de sécurité en place pour s'assurer que les informations de carte de crédit, les informations personnelles de leurs clients soient en sécurité, puis que ils puissent pas être utilisés ou être récupérés par des gens mal intentionnés. Donc, les gens doivent les PME qui doivent se conformer à ça. Dépendamment des fournisseurs de cartes de crédit, dépendamment du nombre de transactions, ça peut arriver parfois qu'il faut aussi démontrer que notre réseau est sécuritaire aux 3 mois, exemple, dépendamment des fournisseurs. Donc, ça peut arriver si vous avez peu de transactions que vous n'êtes pas tenu de le prouver que que votre réseau est sécuritaire et que vous êtes conforme. Mais dans les faits, c'est que c'est votre responsabilité d'avoir un réseau qui est sécuritaire pour s'assurer que les données de vos clients sont en sécurité. Donc, si jamais vous n'avez pas à le prouver, puis qu'un jour vous êtes victime d'une fraude ou un de vos clients est victime d'une fraude, et que c'est prouvé que votre réseau n'était pas sécuritaire puis qu'il y a eu une négligence, et vous êtes passible d'amende ou encore de perdre la possibilité d'utiliser les terminaux de carte de crédit. Donc, c'est des risques. Souvent, les gens n'y pensent pas, mais les réseaux avec des points d'accès sans fil ou des choses comme ça, c'est des brèches, c'est des risques où les gens par où les gens peuvent s'introduire dans vos réseaux, puis il faut vraiment que ça soit sécuritaire. Donc, ça, c'est un autre risque de sécurité pour les PME qui est souvent laissé de côté ou qui est souvent oublié. Il faut en tenir compte. Donc, d'autres risques qui sont à ne pas négliger. Je ne rentrerai pas trop dans les détails pour ceux-là, parce que je veux pas que le webinaire soit trop long non plus. Donc, ça pourrait, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, mais l'utilisation de Wi-Fi public, donc les réseaux sans fil qui sont non sécurisés, avec pas de mot de passe dans des cafés internet ou dans des choses comme ça. Ce que ça fait quand vous vous branchez, si vous n'avez pas des outils de sécurité adéquats sur vos postes, ça fait que les gens pourraient se brancher pourraient infecter vos ordinateurs ou pourraient... je vous donne un exemple. Un employé, un vendeur est sur la route et il va dans un réseau public. Il y a des gens mal intentionnés qui sont assis dans le même restaurant ou dans le même café que lui. Ils vont infecter son ordinateur. Présentement, il n'est pas au bureau, fait que ça va bien. Ils vont infecter son ordinateur. Puis le jour où est-ce qu'il revient au bureau, les gens en ayant des outils qui sont installés sur son poste, ils vont automatiquement avoir accès au réseau de l'entreprise. Donc, où les gens peuvent capter de l'information qui est transmise à partir de ce réseau sans fil-là.
puis le réutiliser à d'autres fins après. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. C'est un risque qui est présent. Donc, l'utilisation d'appareils personnels dans le milieu de travail, l'utilisation des appareils de bureau par les enfants ou la famille. Donc, ces deux points-là, c'est risqué parce que dans le fond, on ne sait pas ce qui est fait avec les appareils, on ne sait pas quel logiciel est installé, quel logiciel est ou quel site web est accédé. Donc, les gens peuvent ramener des ordinateurs infectés au bureau. C'est un risque. L'utilisation d'appareils critiques qui sont désuets ou non couverts par une garantie du manufacturier, c'est un risque aussi. La responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de l'utilisation de la connexion Internet. Donc, c'est votre responsabilité de vous assurer que vos employés n'accèdent pas à des sites illégaux ou qui ne font pas de téléchargement ou des choses comme ça. Il y a aussi les temps d'arrêt. Donc, ça, c'est un risque qui est vraiment important pour nous puis sur lequel on s'attarde beaucoup récemment avec nos clients. C'est un risque majeur. Je parlais tantôt un petit peu plus tôt des risques de perte de productivité. C'est un petit peu de ça qu'on parle ici. Donc, un temps d'arrêt, ça peut être causé par plein de choses. Par une panne matérielle majeure, donc un serveur sur lequel il y a une panne physique majeure ou au niveau des disques. Une infection malicieuse majeure. Donc, je parlais tantôt des rançons logicielles. Si un employé est infecté et qu'il infecte le réseau, ça peut impacter l'entreprise puis causer un temps d'arrêt qui va être majeur. Une catastrophe, ça peut arriver aussi souvent. Des feux, inondations, vols, dégâts d'eau, peu importe. Exemple, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a quelques années, on a eu à faire face aux inondations majeures de la rivière Richelieu. Donc, il y a des entreprises qui ont été affectées par ça. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce que vous avez comme sauvegarde en place? Qu'est-ce que vous avez comme garantie matérielle en place? Est-ce que vous avez un site de relève en place? Donc, s'il y a une panne majeure comme celle que je viens de mentionner, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vos données sont sauvegardées régulièrement? Est-ce que les sauvegardes fonctionnaient? C'est des choses à voir. C'est quoi les impacts d'un temps d'arrêt sur vos affaires, sur vos opérations de tous les jours? Ben, c'est des pertes de données qui sont variables selon la fréquence des sauvegardes selon la fréquence de la solution de sauvegarde que vous avez en place. Donc, est-ce que c'est fait tous les jours, toutes les semaines, plusieurs fois par jour? Donc, il y a un risque majeur de perdre des données ici. Perte de revenus et de productivité, parce que si vos employés ne sont pas en mesure d'accéder à leurs données, ne sont pas en mesure de travailler, ne sont pas en mesure de rentrer de l'argent, donc vous les payez pour rien. Donc, c'est un autre impact. Perte de réputation. Si vos clients ne peuvent pas être bien servis pendant que vous subissez une panne, c'est à ne pas négliger. Poursuite légale. Si, d'un autre côté, vous n'êtes pas en mesure de rencontrer les obligations contractuelles pour les délais de production ou de livraison d'un certain service, c'est un autre impact d'une panne ou d'un temps d'arrêt majeur qu'il ne faut vraiment pas négliger. Donc, sur cette image-là, ça vous donne un petit exemple d'un coût d'indisponibilité. Donc, un coût total d'indisponibilité. J'ai rentré des chiffres approximatifs qui pourraient être une petite PME d'une vingtaine d'employés, donc avec un salaire moyen à 20$ de l'heure par employé. Les coûts additionnels, donc pour une panne majeure, récupérer des données ou remettre un système fonctionnel, ça pourrait prendre jusqu'à 3 heures si les données sont sauvegardées seulement dans le cloud. Donc, basé sur le coût horaire, pour une panne de 3 heures, mais ça peut coûter environ 2000$ à l'entreprise. Donc, je vous invite à aller sur notre site web justement pour remplir le calculateur vous-même avec vos données. vos données qui sont propres à vous pour être en mesure de pouvoir calculer votre coût total d'indisponibilité en cas de panne ou de problème majeur. C'est vraiment à ne pas négliger parce que souvent des solutions qui vont pallier à ça ne seront pas nécessairement aussi coûteuses que ce que ça peut coûter à l'entreprise. Parce que dans le fond, le montant que vous avez là, c'est le montant réel. En fait, c'est le montant en coût. Mais il y a plus que ça, parce que si les gens doivent par la suite refaire des données qui ont pas été capables de récupérer, ou si les gens doivent rattraper du temps
de non-productivité. Donc, s'il doit faire du temps supplémentaire ou des choses comme ça, c'est des coûts qui vont se rajouter à ça. C'est les impacts au niveau de la frustration de vos employés, la frustration de vos clients ou de vos fournisseurs. Donc, négligez pas ça, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment important pour les PME aujourd'hui. Surtout compte tenu que l'informatique et les données qui sont contenues sur vos systèmes sont critiques à vos opérations. Là. Négligez pas ça, c'est super important. Donc, pour pallier à ça, par exemple, faut opter pour la continuité des affaires. Donc, on parle plus ici de simple sauvegarde, mais on parle de continuité des affaires beaucoup plus évoluée. Donc, c'est une sauvegarde hybride, en fait. C'est des sauvegardes qui sont autant faites localement que dans le cloud, de façon sécurisée, évidemment. C'est des sauvegardes qui sont effectuées plusieurs fois par jour. Des sauvegardes en image plutôt que des sauvegardes traditionnelles. Les sauvegardes en image, en fait, c'est une photo en temps donné de votre serveur au complet, y compris le système d'exploitation et les logiciels qui sont installés dessus, tandis qu'une sauvegarde traditionnelle, ça va sauvegarder seulement les fichiers et les répertoires. Donc, possibilité de virtualiser localement aussi ou dans le cloud. Donc, ce que ça fait, c'est que si vous avez une panne majeure sur un de vos serveurs puis que ça va prendre 2 ou 3 jours à réparer, ou plus, c'est possible de virtualiser sur la solution de sauvegarde localement. Donc, ça fait en fait que ça vient réduire de beaucoup le temps d'indisponibilité de vos systèmes. Donc, pendant que le serveur est réparé, vos serveurs sont quand même accessibles, vos données sont accessibles, vos systèmes sont accessibles, vos employés sont productifs. Donc, c'est pratiquement... vous ne voyez pas vraiment de différence. Puis ça, c'est peu importe le type de problème qui peut survenir. Parce que si c'est un problème, si c'est une catastrophe, et puis que la boîte de sauvegarde localement est plus accessible non plus, mais c'est possible quand même de virtualiser dans le cloud. Donc, en quelques minutes, on virtualise dans le cloud. Les gens ont accès à vos systèmes, à vos données, aux comptes payables, aux soumissions, peu importe ce que vous utilisez. Donc, ils ont accès à ça rapidement. Faut pas négliger ça. C'est des sauvegardes qui sont testées automatiquement. Parce que dans le fond, des sauvegardes qui sont faites, qui sont confirmées, qui sont pas testées, ben en fait, ça s'est déjà vu vraiment souvent dans le passé. Les gens viennent pour récupérer des données. Et puis les sauvegardes sont soit corrompues ou n'ont pas fonctionné ou les médias sont endommagés. Donc, quand vous avez à récupérer des données, et puis vous n'êtes pas capable de les récupérer, ben c'est très très dommageable. Donc, vous avez une petite image ici, tout ce qui est localement sur votre réseau est sauvegardé sur un appareil local qui elle est synchronisée dans un cloud sécurisé qui est au Canada. Toujours au Canada. Les données restent toujours au Canada, puis c'est vraiment sécuritaire. Donc, voilà comment on vient pallier un petit peu à un temps d'indisponibilité ou un temps d'arrêt majeur. Donc, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de beaucoup de risques auxquels vous faites face, auxquels les PME font face en général. C'est beau les risques, mais maintenant, comment on se protège contre ça? Ben, il y a différentes façons. Il y a différents outils, différentes pratiques à mettre en place, dont avoir une solution de sauvegarde qui est robuste, autant sur place et à distance, qui est effectuée plusieurs fois par jour. Pourquoi plusieurs fois par jour? Parce que si vous faites une sauvegarde seulement une fois par jour le soir, puis vous avez 10, 15, 20 ou 25 employés ou plus qui travaillent toute la journée à entrer des données, à entrer des commandes clients, à créer des fichiers, des dessins, peu importe ce qui peut s'appliquer à vous. Quand les gens travaillent là-dessus à journée longue, si votre panne, si une panne survient en fin de journée ou une catastrophe survient en fin de journée, puis la sauvegarde se fait juste le soir, mais vous perdez l'équivalent d'une journée complète de travail pour tous vos employés. Là. Donc, ça fait que les gens doivent refaire toutes ces entrées de données-là, refaire tous leurs fichiers, multiplier ça par le nombre d'employés ou le nombre de fichiers qui sont créés d'une façon journalière, puis ça peut être vraiment majeur d'avoir à refaire tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en 2016, c'est important d'avoir une sauvegarde qui est faite plusieurs fois par jour. Ayez un bon pare-feu à l'entrée de votre connexion Internet. Pas simplement un routeur domestique. Ça prend des pare-feux avancés qui vont avoir des fonctionnalités de détection d'intrusion, des fonctionnalités d'antivirus à plusieurs niveaux. C'est important de ne pas négliger ça.
faut avoir une bonne suite de sécurité en place sur les postes. Il faut surveiller les équipements et les systèmes qui sont en place de façon assidue, être capable de prévenir des pannes ou prévenir des problèmes plutôt que de juste réagir à ça, réagir à ces problèmes-là. En ayant une bonne politique de mots de passe en place, c'est important d'avoir des mots de passe qui sont sécuritaires et qui sont changés régulièrement aussi. En limitant l'accès à certains sites aux employés. En évitant que les utilisateurs aient les droits d'administrateur local sur les postes pour installer ou pour installer des applications ou des choses comme ça. Là. Donc ça vient un petit peu limiter les risques locaux sur les postes. En gérant de façon structurée les accès aux fichiers sensibles par le biais d'un serveur. La plupart des PME ont des serveurs, mais il faut s'assurer que les droits sont bien gérés puis que les gens ont accès seulement aux données auxquelles ils devraient avoir accès. Donc c'est à ne pas négliger ça non plus. En entreposant les serveurs et les équipements critiques dans une pièce sécurisée et climatisée. En s'assurant que les correctifs de sécurité soient appliqués de façon régulière et structurée sur les postes. Donc, quand je parlais tantôt des brèches de sécurité dans les postes, donc les pirates, eux, ils trouvent des failles puis ils les utilisent. Donc, c'est important d'appliquer les mises à jour sur les produits les plus communs, les suites de Microsoft Office, les systèmes d'exploitation Windows, les produits comme Acrobat Reader ou des choses comme ça, Acrobat Flash. Il faut s'assurer que ces logiciels-là soient à jour pour s'assurer qu'il n'y a pas de brèches qui peuvent être utilisées. Il faut bien former aussi, informer et sensibiliser les employés. Donc, ce que je vous explique là, les risques auxquels vous faites face, il faut que les employés soient au courant aussi. Il faut qu'ils soient en mesure de détecter des arnaques ou de détecter des sites où est-ce qu'ils ne devraient pas aller. Ça aussi, c'est vraiment important. Donc, tout ça, c'est beaucoup de choses. La sécurité des parcs informatiques des PME, c'est un travail constant qu'il faut pas négliger. Puis, prenez pas cette responsabilité-là. Vous avez d'autres choses à faire. Vous avez à vous concentrer sur votre entreprise, à développer votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à faire affaire avec des professionnels. Peu importe avec qui vous décidez de faire affaire, magasinez pas seulement un prix. C'est important de trouver un partenaire qui va comprendre votre réalité, qui va comprendre vos besoins, qui va être toujours présent, puis qui va être toujours présent aussi rapidement parce que vous avez votre parc informatique est nécessaire pour vos opérations. Donc, il faut qu'il soit bien maintenu, il faut qu'il soit surveillé, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut que vous ayez quelqu'un sur qui compter. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est plus juste avec un service à taux horaire sous forme de temps matériel qui est un petit peu plus connu sous le nom de break-fix. C'est pas avec un service comme celui-là qu'on peut limiter les risques pour les PME. Comme je disais tantôt, c'est un travail qui est constant. Puis c'est avec un service à taux horaire, c'est pas suffisant pour être capable d'être toujours à l'affût de tout ce qui se passe sur le réseau de votre entreprise. Donc optez pour la valeur ajoutée et la tranquillité d'esprit que votre fournisseur va vous offrir. Recherchez pas seulement le fournisseur qui va vous offrir le service le moins cher, mais assurez-vous que ce partenaire-là va être là pour vous tout le temps, puis peu importe ce qui va arriver. Donc, c'est ce que je peux vous conseiller pour le bien de votre entreprise. Donc, faites affaire avec des professionnels. C'est un minimum. Donc, en terminant, je vous invite à visiter notre site web. Donc, sur notre site web, on a plusieurs blogs. On a des outils aussi qui sont très utiles pour les PME. Notre outil, comme je parlais tantôt, qui va vous permettre de calculer les coûts de temps d'arrêt pour votre entreprise avec vos chiffres à vous. Donc, n'hésitez pas à aller remplir ce calculateur-là. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On a un formulaire d'autodiagnostic aussi sur notre site web. Ce formulaire-là, c'est pas un formulaire technique, c'est un formulaire qui va vous permettre d'avoir une idée générale si votre parc est bien géré. Donc, si vous n'êtes pas certain d'avoir un bon service ou que votre parc est bien géré, remplissez ce formulaire-là, prenez un petit 5-10 minutes, puis à la fin, ça va vous donner un résultat qui va vous donner des pistes de solutions sur ce que vous devriez
regardez ce à quoi vous devriez faire attention. Donc, ça va prendre peut-être juste un petit 5 minutes, de 5-10 minutes de votre temps, puis ça vaut la peine de vous situer là-dedans, afin de vous situer là-dedans. Donc, notre site web, accédez à notre site web, suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi, donc on essaie de publier des blogs puis des nouvelles pour venir informer nos clients, puis venir informer les gens sur les technologies de l'information en général. Donc, suivez-nous de ce côté-là. Le numéro de téléphone est à l'écran aussi, notre adresse de courriel, donc si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça va vous permettre de remettre en question la gestion de votre parc, j'espère que ça va vous sensibiliser aussi, fait que prenez pas ça à la légère, parce que dans le fond, c'est important pour les PME d'avoir un parc sécuritaire pour que vous puissiez atteindre les objectifs, puis que vous puissiez opérer de façon adéquate. Donc sur ce, je vous souhaite une super belle journée et merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.